C'est parti. Et donc, Ah, et bonjour donc, à tous, je ouais, commence, hein, j'y vais. Allez. qui va nous Hop. parler de l'allègement antirétroviral et risque infectieux dans l'hépatite B. Alors, je vais juste vous demander de me confirmer si vous m'entendez bien et si vous voyez également les slides passer avant que je démarre. On entend Alors, très bien. ouais, je vois que vous n'avez pas encore les slides. Voilà, ça arrive. Alors là, c'est la deuxième, là, c'est la première. On est bon. Je peux commencer? Oui, Bon, bonjour à tous. Alors, merci de me donner l'opportunité de parler de ce sujet, un sujet qui est assez tendance dans le domaine des antirétroviraux, qui est celui du risque infectieux associé à l'allègement, c'est-à-dire quand on parle d'allègement du traitement antirétroviral, on parle de choses assez multiples, mais là, ce qui va nous concerner, c'est quand on retire une molécule qui va être active contre le VHB, bien entendu. Juste pour voir un peu mieux mes slides. Alors, la prévalence globale de l'hépatite B, je peux vous dire à être sensibilisé à la question, mais pour ceux qui travaillent sur des sujets un peu plus éloignés, eh bien, cette prévalence au niveau mondial, elle est absolument énorme. On considère qu'on a 1 milliard de personnes dans le monde qui ont été en contact avec ce virus et que plus de 250 millions de personnes ont une forme chronique, hein. C'est-à-dire, on détecte du virus qui se réplique et on va parler de personnes qui sont antigènes HBS positifs. Cet antigène HBS, c'est l'antigène de à la surface. Vous voyez qu'en 2022, on a estimé qu'on avait presque 1 100 000 décès qui étaient liés aux complications de l'hépatite B. C'est un chiffre qui est en augmentation et je vous ai mis en parallèle les objectifs 2030 qui sont complètement utopiques, de l'OMS, qui voudrait qu'en 2030, on ait 80% des personnes diagnostiquées et qui ont besoin de l'aide qui soient traitées. On en est très 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 loin actuellement. Alors, quand on regarde en France, eh bien, la prévalence, elle est bien plus basse, évidemment. Mais si on regarde dans des populations particulières qui sont originaires de zones de haute émicité, eh bien, on va se rapprocher des chiffres qu'on retrouve dans ces régions, sans trop de surprise. Donc, c'est des données qui datent un peu, c'est les dernières qu'on ait, d'Île-de-France, chez les personnes on a on tombait sur une prévalence d'infection chronique d'environ 7%, alors que la population générale est touchée à hauteur d'environ 0,3%. Et puis, quand on regarde les PH, on retombe également sur ces chiffres-là, en France à 7%, et puis disons en Europe, de manière générale, entre 7 et 9%. Mais bien sûr, beaucoup plus ont été en contact avec le virus et ont fait ce qu'on appelle une forme résolutive. Je vais vous expliquer un petit peu. 20 à 30%, à la Pitié-Salpêtrière, on a regardé, on est à 20% de patients vivants, de personnes vivant avec le VIH qui portent un marqueur de contact, l'anti-HBC. Donc, ce sont des anticorps qu'on développe quand on a rencontré le virus contre la qualité de ce virus, le petit c étant pour corps. Le problème de ce virus, effectivement, c'est que même si on arrive à contrôler la transcription du virus, eh bien, on garde toujours dans le noyau des hépatocytes, qui sont les cellules cibles de ce virus, on va toujours garder une marque, une cicatrice, sous forme d'ADN CCC pour circulaire covalent. C'est comme un espèce de mini chromosome qui persiste. Alors, lors de la division cellulaire, il y a seule la mère va garder d'ADN CCC, mais en fait, il y a tellement d'ADN CCC, il y a tellement d'hépatocytes qui vont porter cet ADN CCC qu'une vie entière de renouvellement hépatocytaire ne suffirait pas à s'en débarrasser. Donc, ce qui fait que même lorsqu'il y a un bon contrôle immunologique de cette du virus, eh bien, au cours de la vie et des éventuels événements immunosuppresseurs, eh bien, on peut voir une réactivation du virus. Donc, cet ADN-CCC, c'est vraiment la matrice de la transcription. C'est également vraiment ce qu'on appelle le réservoir, la cause des éventuelles réactivations virales du VHB.
quand on a rencontré ce virus et qu'on le contrôle, on a un profil typiquement avec des anticorps anti-HBC, parce qu'on a fait des anticorps contre la capside du virus, et des anticorps anti-HBs qui sont neutralisants, protecteurs. Mais ces anticorps anti-HBs, ils diminuent au cours du temps, et en fait, ils diminuent plus vite. Et chez les personnes vivant avec le VIH, qui vont se retrouver quand même de manière générale moins protégées que la population, enfin les personnes qui ont rencontré le virus sans être porteurs du VIH. Donc le contexte actuel, il est celui d'un allègement où on essaie de diminuer le nombre de molécules antirétrovirales chez les personnes vivant avec le VIH pour diminuer la toxicité, pour essayer d'alléger les traitements et parce que aussi tout le monde n'a pas besoin d'avoir une trithérapie. Mais dans ce contexte-là, eh bien, on peut avoir un risque de réactivation. Ce risque, il est différent si on enlève toutes les molécules actives sur le VHB ou si on enlève que le tenofovir ou le TAF, parce que on peut garder des molécules qui sont quand même actives, comme la lamivudine, qui en soi ne sont pas des bonnes molécules chez les personnes qui sont réplicatives pour le VHB, parce qu'on a une émergence très rapide de résistance, mais qui peuvent suffire pour prévenir les cas de réactivation. Je vais peut-être passer là-dessus. Le risque des réactivations, il va être associé bien évidemment au cas d'hépatite fulminante. Ça s'est vu dans des essais d'HBV cure, par exemple, aux effets indésirables graves que l'on peut avoir avec notamment, on a eu sur le site un cas d'atteinte rénale très sévère avec une périartérite noueuse. C'est aussi publié. Le problème de la chronicité post-réactivation, voire de la sélection de variants résistants si c'est la lamivudine qui est gardée. Alors, il faut distinguer ces deux situations. Lorsque l'on garde une molécule active comme la lamivudine, alors je vais tout de suite vous spoiler pour essayer d'aller un petit peu plus vite. Eh bien, en fait, on est assez rassuré et dans les études qu'on a, qui sont des études rétrospectives avec des petits effectifs, comme vous voyez cette étude espagnole. Alors, il y avait 135 participants en tout, mais seulement 57 qui switchaient qui étaient virologiquement contrôlés pour le VIH et qui switchaient sous cette bithérapie, dolutegravir, lamivudine. C'était des patients qui avaient de bons CD4, un nadir de CD4 à 200. Et ces 57 qui avaient switché, eh bien, vous voyez qu'au bout de presque 4 ans de suivi, on n'avait aucun cas de réactivation, un seul blip de VHB observé, c'est-à-dire un petit pic de charge virale qui avait été spontanément résolutif. De la même manière, quand rétrospectivement ont été analysées les études de phase 3, des grosses études de phase 3 pour ces traitements d'OLU3TC, que ce soit des traitements initiés chez les personnes naïves ou alors chez des personnes qui étaient virosupprimées pour le VIH et qui étaient switchées vers DOLU3TC, il y avait 76 cas de patients vivant avec le VIH qui présentaient un profil d'anticorps anti-HBC isolé dans toutes ces études de phase 3, il n'y a eu aucun cas de réactivation observé. Donc, sur ces données qui sont quand même assez fragiles, par le nombre de participants qui avaient ce profil-là. Néanmoins, les recommandations européennes très récentes ont dit qu'on pouvait utiliser la lamivudine pour prévenir les cas de réactivation, mais même si, bien sûr, ce régime reste non recommandé chez les personnes infectées chroniquement. C'est juste pour prévenir le risque de réactivation. En revanche, quand on n'a plus aucune molécule active, eh bien, la situation est un petit peu différente. On a un risque de réactivation qui est bas, qui est de 1,6% sur, dans cette scoping review. Mais ce risque, il existe quand même. Alors, vous voyez qu'il y avait quand même plus de 6000 participants qui ont été analysés. Ils ont regardé, alors ils ont exclu bien sûr toutes les études de cohorte qui gardaient de la lamivudine. Ils ont gardé 4 études de cohorte et quelques case reports qu'ils ont analysés. Et dans cette scoping review qui avait été présentée à la CROI, eh bien, sans surprise aussi, on avait un risque qui était moins élevé quand on avait des anticorps anti-HBS, à peu près 1%, versus quand on avait un profil d'anti-HBC isolé, et là, le risque était à 3%. Mais ce qui était intéressant, et c'était ce qui était surtout provenait de la cohorte rétrospective des vétérans, qui est une grande cohorte américaine qui comprend plus de 60 000 personnes vivant avec le VIH.
environ avaient un profil d'hépatite B résolutive et avaient été switchés vers des stratégies sans molécule active pour le VHB. On retrouvait bien sûr ce souci hein, avec les anticorps anti-HBs, puisque c'était compris dans cette scoping review. Mais quand on regardait en détail, il y avait le facteur de risque finalement qui était très très important, eh bien, c'était le fait qu'on retrouve dans les antériorités de l'antigène HBs positif, c'est-à-dire une transcription virale, alors qui était plus ou moins récente, mais qui était documentée. Et là, en fait, si la transcription virale est pas très loin, eh bien, sans doute que le virus se réactive beaucoup plus facilement lorsqu'on lui enlève toutes les molécules qui lui tapent dessus, hein, tout simplement. Vous voyez qu'on passait d'un risque de 1 à 20% et c'était extrêmement significatif. Alors, à l'EAX, on a eu des données rassurantes de la part des Espagnols, de nouveau, sur ces stratégies complètement inactives pour le VHB, chez des patients qui étaient supprimés, hein, virosupprimés pour le VIH, qui répondaient bien à leur traitement, qui avaient été switchés pour du long-acting. Donc, c'est cette bithérapie qui est très, très utilisée maintenant par cabotegravir, rilpivirine en long-acting, donc sur plus de 700 personnes vivant avec le VIH, dont 19 avaient ce fameux profil d'anticorps anti-HBC isolé, pas protégé, hein, eh bien, ils n'avaient eu aucun cas de réactivation. Et de manière un peu surprenante aussi, alors qu'ils avaient en tout hein, 109 patients qui n'avaient pas du tout d'anticorps anti-HBS, donc 90 qui n'étaient pas non plus protégés en gros hein, par la vaccination, ils n'avaient eu aucun cas d'hépatite B incidente, mais peut-être dans une population qui est un peu différente de la population parisienne. C'était surtout des hommes hein, hétérosexuels dans cette étude, puisque nous, on a rapporté des chiffres différents sur 5 centres franciliens. On avait à peu près 1200 patients vivant avec le VIH qui avaient été switchés sous cabot rilpivirine. On avait plus hein, de personnes à risque de réactivation. 75 avaient ce profil d'anti-HBC isolé et 290 n'avaient pas d'anticorps protecteurs. Eh bien, vous voyez, nous, on a un risque plus élevé d'hépatite aiguë, 2,7%. On a eu 8 cas avec 3 cas de réactivation, mais aussi, vous voyez, 5 cas de nouvelles contaminations d'hépatite B incidente. Alors, ce qui était également intéressant, c'est que dans ces cas d'infection incidente, eh bien, 3 avaient été vaccinés avec au moins 3 doses de vaccin. Alors, la suite s'est bien déroulée, hein, les patients ont été retraités, ils ont bien répondu. Mais si on s'attarde sur ces profils, justement, ces personnes qui avaient été vaccinées et qui n'avaient pas forcément répondu, on y reviendra, eh bien, en fait, on avait des profils à très haut risque hein, d'IST qui revenait très régulièrement avec d'IST qui avait, disons, une exposition répétée hein, également. Et ces personnes, hein, pourtant, avaient été vaccinées, ce que vous voyez ici en rouge, pardon, en bas, alors qu'elles avaient de bons CD4. Hein, ce n'étaient pas des personnes qui avaient eu un nadir de CD4 très bas non plus, notamment pour les patients 2 et 3, comme vous pouvez le voir. Et lors de la première injection vaccinale, au milieu de ce premier carré rouge, vous avez les CD4 lors de la première injection vaccinale. Et vous voyez que c'était des CD4 tout à fait satisfaisants. Et bien malgré cela, deux d'entre eux n'avaient pas répondu, hein, alors avec des schémas qui étaient des schémas simple dose. Néanmoins, le patient 2 avait eu 5 injections. Et puis pour le patient 3, bien, il y avait eu une réponse, hein, une faible réponse à moins de 100, mais de manière répétée, on avait des tests sérologiques en faveur d'une protection humorale qui est pour l'instant hein, considérée en France en tous les cas comme enfin, avec un titre supérieur à 10 unités par litre, on considère qu'on a une protection contre le VHB. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le cas et c'est ce que Rémi ensuite va vous présenter. Et ce que je voulais peut-être, avant que Rémi prenne la parole, vous montrer, c'est que
on oublie que finalement, chez les personnes qui ont de faibles anticorps anti-HBS, eh bien, on n'est pas complètement couvert pour le virus de l'hépatite B. Et je pense qu'on l'a un petit peu oublié pour les patients vivant avec le VIH parce que très très longtemps, ils ont eu ces molécules qui couvraient le B, le VHB. Alors, je vous rappelle ici un vieux papier, mais qui est très intéressant sur une cohorte prospective qui comprenait 773 HSH qui avaient été suivis longtemps, pendant 5 ans, et ils avaient regardé l'incidence des hépatites B en fonction du pic d'anticorps anti-HBS un mois après la dernière injection vaccinale, après avoir reçu un schéma complet vaccinal. Et ce que vous voyez ici, la petite flèche en rouge à droite, eh bien, ce sont ceux qui avaient un pic d'anticorps anti-HBS entre 10 et 50. Et vous voyez que ceux-là, eh bien, ils ont un risque d'infection incidente qui n'est pas du tout nul, qui a été estimé à 9% patients année. Donc, chez ces faibles répondeurs, attention, hein, on était peut-être un peu trop sûr de nous en pensant qu'au-delà de 10, on était protégé. Ça doit dépendre aussi de la répétition de l'exposition et peut-être aussi de l'inoculum en fonction également enfin, du type d'exposition. Alors voilà, sur ce, je passe la parole à Rémi qui va vous présenter la suite sur des cas d'infection incidente qu'on a rapportés et qui vont être présentés lors du congrès de la RICAI la semaine prochaine. Exactement, merci beaucoup Eve. Donc, moi je vais vous parler donc, du risque d'infection. Et donc pour cette étude, on s'est intéressé à des prélèvements qui étaient effectués dans le cadre du soin ici à la Pitié, et on a mis au point donc le séquençage, l'amplification et le séquençage par NGS donc du VHB, ce qui nous a permis donc de faire du génotypage du VHB et identifier un génotype atypique qui a conduit à une alerte du réseau national ANRS pour pouvoir pour voir s'il y avait d'autres cas d'autres hôpitaux qui étaient concernés par ces résultats. Et il y a donc 2 centres parisiens en plus d'une autre qui ont répondu et un centre en Bretagne. Et donc l'objectif de cette étude, c'était de mieux comprendre la circulation de ces souches et de leur transmission. Donc je vais vous parler des résultats de cette population. C'est 15 hommes, dont 12 HSH, qui ont un âge médian de 35 ans, dont 14 en région parisienne, un en Bretagne, qui prenaient des risques sexuels importants et des rapports non protégés, l'usage de drogue, etc. Il y avait 6 personnes vivant avec le VIH, 4 qui utilisaient la prophylaxie pré-exposition, 3 à la demande et 1 en continu, et 9 personnes qui étaient vaccinées contre le VHB. Donc d'un point de vue des caractéristiques biologiques, d'un point de vue des personnes vivant avec le VIH, ils avaient un nadir de CD4 à 463 cellules par millimètre cube. Au moment de la première injection, 747 cellules par millimètre cube en valeur médiane. Et pendant l'hépatite B aiguë aussi, 765 cellules par millimètre cube. Ils n'avaient pas de charge virale détectable au moment de cette hépatite B, et ils avaient un donc, pendant l'hépatite B à base de dolutegravir, rilpivirine ou cabotegravir, rilpivirine. Et il y a eu une primo-infection pour laquelle il n'y avait pas de traitement, il y avait pas de traitement à ce moment-là. Et pour les patients qui étaient allégés, c'est-à-dire un traitement non actif sur le VHB, donc pour ces 5 patients-là, la valeur médiane d'allègement était de 13 mois. Si maintenant on regarde dans la population des 15 patients, on avait donc une charge virale hépatite B médiane à plus de 3,8 fois 10 puissance 6 UI par ml, avec des alates à plus de 1100 UI par litre. Et surtout, la persistance des anti-HBS n'a pas été retrouvée donc chez 9 patients, mais seulement un patient pour lequel il y a eu cette persistance, et 5 patients pour lesquels on n'a pas eu de données. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a parmi ces patients-là 9 qui étaient vaccinés contre l'hépatite B, dont 6 qui avaient développé des anticorps anti-HBS à un titre considéré comme protecteur, hein, supérieur à 18 par litre. Et la valeur médiane de ces titres en anticorps anti-HBS était de 21 UI par litre. Et donc, on a voulu poursuivre cette étude pour essayer de comprendre un petit peu comment c'était possible par une étude phylogénétique. Et donc, ici, je vous présente un arbre phylogénétique avec les 10 génotypes du VHB. Et dans les cadres rouges, vous avez donc les patients qu'on a étudiés. Donc, dans le grand cadre rouge en haut, il y a 12 patients, 12 séquences de patients qui sont clusterisés dans le génotype F1. Et donc 2 séquences qui se sont regroupées donc dans le génotype F3,
Et malheureusement, il y a un patient pour lequel on n'a pas réussi à amplifier le génome entier du VHB. Donc on a fait du séquençage Sanger et ça s'est révélé être aussi du génotype F. Maintenant, si on zoome sur le génotype F uniquement, on voit que dans le groupe de patients en F1, on voit que l'homologie médian est de 99%, dont deux patients pour qui on a une homologie de 100% de leur séquence. Dans le génotype F3, on a une homologie de 98%, et la différence entre ces deux génotypes, elle est de 6%. Donc ces résultats-là, ils se confrontent à ce qui a déjà été décrit dans la littérature. Entre différents génotypes, la littérature, elle dit que c'est autour de 8% la différence, et entre 4 et 8% donc pour les sous-génotypes. Donc c'est des résultats qui sont concordants. Et surtout, c'est des cas d'hépatite B aiguë par un génotype F, qui est un génotype qui ne circule pas en Europe, mais plutôt en Amérique latine, en Alaska. Donc ça pose des questions sur la transmission, sur est-ce qu'on a mis le doigt sur un cluster de transmission, etc. Donc nous avons continué cette étude phylogénétique par une autre approche avec Valentin Leduc sur une approche qui utilise des haplotypes viraux, qui est une sous-population virale majoritaire ou minoritaire qui va être propre à chaque patient. Et donc on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il existe des profils haplotypiques similaires chez ces personnes étudiées. Et donc on a construit cet arbre phylogénétique qu'on peut voir circulaire sur la droite, où on voit que les patients du génotype F3 se sont bien regroupés dans une branche et que la deuxième branche s'est articulée autour du génotype F1. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une faible diversité dans ce génotype F1. L'arbre, il est tout écrasé. Et surtout, cette population haplotypique, elle est génétiquement très très proche. Donc pour essayer de voir s'il y avait des liens un peu plus concrets entre ces patients, on a changé d'approche et on a utilisé une approche en réseau pour modéliser différemment ces haplotypes. Donc on a utilisé donc, une méthode sur la base d'un calcul sur l'ensemble de la population haplotypique qui est basée sur la distance génétique moyenne entre les haplotypes et qui comprend aussi la spécificité et la fréquence. Et donc ça a permis de construire le réseau qui est donc sur votre droite, où ici on peut voir en vert les patients qui sont donc connectés par des traits qui sont plus ou moins fins, et plus ils sont épais, plus la similitude entre les haplotypes elle est importante. On voit que le génotype F3 il est bien clusterisé en dehors de ce réseau, comme le patient 15 d'ailleurs. Mais ce qu'on peut dire, c'est surtout qu'il y a certains patients qui partagent des haplotypes, notamment le patient 4 et 1, le trait en rouge, et le triangle, le patient 12, 13 et 14, où là on voit que les liens sont très importants entre ces patients. On voit qu'il y a des partages d'haplotypes, mais en aucun cas ça nous permet de faire des liens sur la transmission et sur c'est difficile d'établir des liens épidémiologiques directs entre ces individus, puisqu'il nous manque des données pour pouvoir statuer sur ce statut-là. Maintenant, je vais parler donc du déterminant A du VHB, qui est la partie qui va être la cible des anticorps anti-HBS induits par la vaccination. Et donc ici, on a fait un alignement des différents génotypes du VHB, et on a fait aussi la même chose pour nos patients. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'ici, le génotype F, on n'a pas trouvé de mutation d'échappement immunitaire. Par contre, quand on compare avec le génotype A qui est utilisé donc dans le vaccin, on voit qu'il y a un certain nombre de différences entre ces deux génotypes, et surtout qu'il y a trois mutations qui nous semblent vraiment significatives, notamment la proline 127L, la F158L et la V168A, qui nous semblent être significativement différents de ce génotype-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a déjà des cas similaires qui ont été décrits dans la littérature, avec un cas en 2007 d'hépatite B aiguë, avec un patient qui avait des anticorps anti-HBS à 82 UI par litre, et qui malgré ça a fait une infection génotype F1, et qui n'avait aussi pas de mutation d'échappement immunitaire, et qui avait donc, dans son déterminant A des mutations similaires aux nôtres. Donc ça pose vraiment des questions sur comment c'est possible. Donc ça va nécessiter des investigations complémentaires, de séroneutralisation, d'études de la structure de ces protéines pour comprendre. Ce que je veux dire aussi, c'est que le génotype F, il est endémique d'Amérique latine et d'Alaska, et que dans ces régions-là, il n'y a pas spécialement d'alerte d'échecs vaccinaux. Donc ça pose des questions sur ce point-là. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le génotype F, il est responsable de carcinome hépatocellulaire plus précoce dans les populations en Alaska, et qu'il est nécessaire donc de le surveiller, notamment à grande échelle, puisqu'il peut être responsable de réseaux de transmission, notamment en Italie. En 2015, il avait identifié un cluster de 15 patients de génotype F1. Et mon dernier mot, ça serait de dire qu'il faut vraiment faire attention au risque d'infection du VHB dans le contexte actuel d'allègement thérapeutique,
à la fois pour les patients vivant avec le VIH qui sont allégés et à la fois pour les futurs PrEP injectables qui n'auront pas de molécules actives sur le VHB. Voilà, moi j'ai terminé cette partie. Alors, merci beaucoup, Rémi. Rémi a un peu de Si je me travail permets, Eve, sur c'est lui. vrai que il est 14h04, donc on a perdu quand même beaucoup de temps. Ouais, ouais, ouais. Il faudra aller très vite, je sais pas Je vais combien de très, très vite. temps. J'ai encore Là, deux, trois slides et c'est bon. en 3 minutes, quoi, il faut En terminer trois là. minutes, très bien. Alors, sur le problème des infections incidentes et des mauvais répondeurs, juste pour vous signaler qu'il y a un nouveau vaccin qui n'est pas adjuvé avec de l'aluminium, mais qui est adjuvé avec un agoniste TLR9 qui montre des très, très bons résultats, notamment chez les patients VIH non répondeurs au vaccin classique, hein, adjuvé à l'aluminium. Je vais aller très, très vite, hein. Voilà, vous voyez qu'il y a, après 3 doses, une réponse chez ces personnes-là qui étaient non répondeurs à plus de 99% et avec des titres très élevés. Je passe là-dessus. C'est passé dans les guidelines en première ligne. Alors nous, on ne l'a pas, il n'est pas commercialisé en France. Alors en première ligne chez les non-répondeurs, chez les patients naïfs, comme aux États-Unis d'ailleurs. Mais le axe, eh bien, l'Europe hein, n'a pas statué sur des recommandations chez les profils anti-HBC isolés. Donc, juste pour vous dire que on monte un projet, hein, on a réussi à avoir ce vaccin par la société dans le cadre d'une étude vaccinale pour regarder la protection des patients vivant avec le VIH anti-HBC isolés. Dans un contexte de switch par Caborilpi, et je vais te passer là-dessus sur la population. Je vais juste vous montrer cette étude, comment elle va se dérouler. Eh bien, en gros, on va avoir une première injection, c'est ce qui est recommandé chez les patients qui ont un profil anti-HBC isolé. Soit on a une réponse directement et les patients vont pouvoir switcher directement sous Caborilpi, ou alors on fera 2 injections supplémentaires et à ce moment-là, c'est une réponse de nouveau, les patients pourront switcher sous Caborilpi. On aura un suivi sur 1 an avec à la fois un suivi humoral assez poussé avec aussi de la séroneutralisation, mais toute une étude immunologique sur également les lymphocytes avec l'équipe de Pierre Tonnerre à Saint-Louis. Et je crois que je vais finir là-dessus. Donc, pour vraiment essayer d'argumenter hein, le fait qu'il faut qu'on ait ce vaccin. Et je vous remercie de votre attention et je suis vraiment encore navrée pour le petit souci technique. Merci beaucoup, Eve et Rémi. Donc, on a le temps pour vraiment voire 2 questions. Donc, je sais pas parce que j'en vois pas forcément dans le chat. Est-ce que vous avez des questions? Euh, ouais, pas forcément de. Bon, on va gagner encore une petite minute. Ouais. C'est bien. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Merci à Euh, vous. ouais, donc, si on peut passer donc à la présentation suivante de l'équipe Nemesis de Diana, Oh, intitulée Short-Term Ambient Temperature Exposure and Moment Therapy Depressive Symptoms in Older Adults, a Geographically Explicit Ecological Momentary Assessment Study using Distributed Lag Models. Donc, merci Diana. je vais juste, je suis Giovanna, je suis pas Diana, je vais juste présenter rapidement Diana et disant, elle a fait en fait un stage, un master 2 chez nous il y a quelques mois. Donc, elle présente les résultats justement du travail qu'elle a fait ici avec nous. Et je demande à Diana maintenant si elle est capable de partager son écran. Sinon, j'ai aussi la présentation. Et Diana, elle va présenter en anglais. So Diana, Yeah. Hi, everyone. I'm gonna try to share my screen now. I don't know if you can see my screen. yes, Diana, but not on full screen. Yeah, no, it should be full screen. Not yet. Not yet. Okay. Are you ready? Like maybe we have to wait like a couple of seconds. Is it already on full screen or? No. No. Hmm.
Is it now or? Yes. Okay, perfect. Great. Okay, so hi everyone. My name is Diana, and as Giovanna was mentioning, I did an internship at the Nemesis team with Giovanna as my supervisor for my master's program. And I'm going to be presenting basically the results that we got during that process, and that I also presented for my master's thesis. And well, basically the topic of the study was short-term ambient temperature exposure and momentary depressive symptoms in older adults. And it was a geographically explicit ecological momentary assessment study using distributed light models. So first, for a little bit of background, as we all know, climate change is accelerating. And for example, 2024 was the hottest year on record till that moment. And also it's been found that climate change exacerbates psychological distress, and that higher temperatures are linked to an increase in psychiatric hospitalization, depression, and suicidality, and that specifically older adults are a very vulnerable group in terms of heat-related depression. Also, in terms of temperature and suicidal behavior, it's been found, for example, a study done by Lehman in France during 2022, he found that there is a monotonic association between temperature and suicide. And basically, he gives two mechanisms to explain this relationship. One is the social mechanisms, and he gives us an example, for example, a less social activity and routine disruption when there are warmer days anomalies. And another one is the possible biological mechanisms, like, for example, lower serotonin levels when the temperature increases, and an increase in the HPA axis activation when temperature increases. Another interesting finding on this regard is the one done by Burki in 2018. He did it in North America, and he found that suicide and mental health risks rise when temperatures are warmer than the seasonal norm, reinforcing the relevance of anomalous temperature. So basically what he found is that it's not only that suicide and mental health risk increases when temperature increased, but it's when temperature increased relatively to what is expected for that context in that time of the year. So in our study, we work specifically with ecological momentary assessment methodology. And what is ecological momentary assessment methodology? Is basically a simple way to measure mood in real time during daily life. And I was exploring the results that came from studies that use this methodology. And what I found is that, first of all, there is not a lot of studies that have used this methodology to study short-term temperature effects on depressive symptoms, and that the results are a bit mixed. For example, some studies, like the one done by Clearly in 2024 in Switzerland during winter, found that hotter days can decrease depressive symptoms, but other studies, mainly done during summer, found that hotter days can increase bad mood or increase emotional distress. So basically, there are two opposite effects that I found in the literature, and some of the justifications that's been given to explain this pattern is maybe a seasonal effect. In the case of this particular study that we did, we not only use ecological momentary assessment, but geographically explicit ecological momentary assessment, which is just an extension of the classic ecological momentary assessment methodology. And in this case, the difference is that we
add continuous GPS data into the real-time mood reports. So basically, this type of studies or this type of methodology will allow us to link how people feel with the exact places and environmental conditions they experience. So basically, we use GPS track to know where the participants were at different moments. And we know the place they were when they were answering to the mood-related questionnaire. And we know we can link that GPS track or that place information to the temperature that they were experiencing during answering the questionnaires, but also in the previous hours. Considering all of these, our main objective with this study was to investigate the relationship between, as I said, short-term ambient temperature exposure and the momentary depressive symptomatology, specifically in older adults, using a geographical ecological momentary assessment approach. So now, in terms of the methodology, we had a sample of 216 adults that were aged more than 60 years old, and that came from the record cohort study done in Paris. For the mobility data, as I was explaining, the participants were GPS trackers during 7 days, and all those GPS points were uploaded to a website called Trip Builder, and that website is able to identify the trajectories that the participants did during those 7 days, and that GPS trajectory was linked to temperature data and also the mood reports. To measure the momentary depressive symptomatology, we use the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale, so the CESD, and we adapted it for short-term effects, and it was reduced from 24 questions to 8 questions in our case. And so basically, participants received 4 smartphone questionnaires per day during 7 consecutive days. And each questionnaire included 2 randomly selected questions from the CESD. So basically, each participant was answering to 8 questions during the day, during 7 days. And the questions were, for example, if they were feeling depressed at the moment, or feeling happy at the moment, or lonely, and other questions as well. Now for the meteorological data, we use hourly temperature data, and this data came from the Meteo France open access platform, specifically for the hourly database. And in the end, we ended up using 48 meteorological stations across the Ile-de-France region. As we can see in the map, these are the stations that we ended up using. And the data that we used was in the period from 2019 to 2021. Now for the way we match the data, basically what we can see in the map is on red, we have an example of the Meteo France station that we ended up using. On gray is the ones that we didn't use because they were not within a 10-kilometer buffer from the GPS points. And the black line with dots, it's basically an example of a trajectory of a trip done by one random participant. And what we can see is that basically we selected the closest station to each GPS point through that trajectory. And we also, so based on that, we can know the temperature that the participant was experiencing at each GPS point. And we also know at what specific point the participant was answering to the questionnaires, as we can see an example, and with the yellow arrow. And so we can know what's the temperature
when they were answering to the questionnaires, and also what is the temperature in all the other points of the trajectory hours before they answer to the questions. So based on this, we matched temperature and mood reports, as I mentioned. And for this study, we selected several lags, so several windows of times. So we worked not only with the temperature that the participants were experiencing during the first hour, so during the moment they answer, but also 2 hours before, 3 hours before, up to 8 hours before, and 24 hours before. And this is basically because we wanted to know not only the effect of the current temperature on the momentary depressive symptoms, but as well, we wanted to know after how many hours temperature still had an effect or has an effect on mood. This is the reason why the model that we used was a distributed linear model, and we basically ran 9 different models, one for each window of time. And in terms of specifications for this model, we didn't use only the temperature, the normal temperature as an exposure, but instead we use an inverse time weighted average of past temperature. And this was to account for previous exposure. And we gave more weight to recent hours and gradually less to earlier ones. We also adjusted for several covariates like sex, gender, age, baseline CSD, 20, indoor or outdoor, and season, among others. And we also included a random intercepts for participant and participant day to account for repeated measure within individuals, as well as the first order autoregressive correlation structure at daytime level to account for the temporal ordering of observations within each participant, as well as, I think, and we also adjusted, in the model, we also adjusted for an intraday, added an intraday covariate using a natural cubic spline to capture natural mood variations across the day. And this is all for the main model that we ran, but since we also wanted to check if there was a seasonal effect, we did a seasonal stratification with same lags and covariate structure that I already mentioned, and also to further explore the consistency of the data, we ran 2 extra sensitivity analysis models that I will present in more detail later. Now for the results, so in terms of the basic sociodemographics, basically the majority of the sample was aged from 60 to 70, and most of them were male, with only 36% being women. In terms of the temperature, what you can see here is basically a graph for the mean weighted outdoor temperature and for the maximum temperature. So in the first graph, that is the one for the mean weighted outdoor temperature, basically we can see that the average temperatures were from 13 degrees during the first hour up to 15 degrees in the past 24 hours. And the reason for this, the other way around, 15 degrees in the first hour and 13 degrees in the past 24 hours. And the reason for this decrease is because the 24 hours, the previous 24 hours also include temperatures during the night, which are usually cooler. And in the second graph, that is the one for maximum temperature, basically we can see that the maximum temperature were from 15 to 17 from the first hour to the 24 hours before. In terms of the seasonal
temperature. Basically, what we found is that in the case of our data, outdoor temperature were moderate across all seasons, going from 8 degrees during winter approximately to 23 degrees during summer. And well, now for the main results. What you can see in this graph is basically every line represents the model that we ran for each window of time that I was mentioning. And basically the data that it's been shown is the effect, how is the effect on depressive mood on a scale from 0 to 3 per 1 degree Celsius increase in temperature at a 75 percentile during each exposure window, as I mentioned. So there is one model for each window, and it's basically the same model. The only difference is between the first model and the other ones, because the first model doesn't include the effect of previous hour as an interaction, because it's only basically contemplated in the first hour temperature, and on the previous ones it includes the effects of previous hours, so it includes this interaction. That's why it's separated on the image. And in general, the pattern that we found is that a higher outdoor temperature increases the mood across all models. And also that the first hour of exposure appears to be the main driver of the observed association. This pretty much coincides with the literature on suicide specifically, and with some of the literature that use the EMA methodology. Now, to explore the seasonal, the possible seasonal effects, we did the stratification analysis, as I mentioned, and what we can see here is basically a graph very similar to the one I already showed, but one for each season. And in general, what we found is that outdoor temperature increases were associated with high depressive mood across seasons. This also coincides with the literature on suicide, but we were, based on the EMA methodology data, we were expecting maybe a difference between summer and winter. We were expecting maybe to get an increase of temperature related to an increase of momentary depressive symptoms in summer, and the opposite in winter. We didn't find that. We found basically something similar to a monotonic relationship as the one found in the suicide literature. And we also, something interesting that we found is that the strength of the association varied by season, and the largest effect was found during winter. We are still exploring these results and reading literature and exploring why this might be the case. But one of the reasons that we think could be creating this pattern is that, as I mentioned, with previous literature, it's been found that when analyzing the relationship between temperature and mental health, it's not only important to look to pay attention to the increase of temperature, but also to the increase of temperature relatively to what is expected for that specific place at that specific moment. And in the case of our data, the winter data was 3 degrees higher during that year, not that year, but during that period than what is usually expected of Paris during winter. So maybe that could be the reason. Maybe that anomaly is the reason why the data has a larger effect during winter, but we are still exploring this data. So for the sensitivity analysis, as I mentioned, we did the standard model and 2 extra models as part of the sensitivity. And one was with a restricted sample that included a complete lag coverage, and another one with
was using the maximum temperature as exposure instead of the inverse weighted average temperature. And basically, for the results, we found that in all the models, the results were very similar. Basically, when temperature increased, depressive mood also increases. And also, the first hour window of time was the one that apparently was driving the relationship in all the models as well. So basically, there was very similar results across all the sensitivity analysis models that we ran. In terms of the limitations, one of the possible limitations is that they could be an exposure misclassification due to the use of nearby stations on a buffer of 10 kilometers and the fact that we didn't have access to indoor data. Also, there could be some unmeasured confounding from missing covariates like air pollution or solar radiation that's been found in the literature to be important for this type of analysis, as well as we also wanted to include humidity into the models, but we were not able to do it because the data on humidity that we had from the Meteo France station was very limited, and we could, if to order to include it, we wouldn't have need to reduce the sample to a very low number. So at the end, we decided to not include it, but that also could be a limitation. And now for conclusions, what we can conclude from the results and the study is that a 1 degree increase in temperature increased depressive symptoms by 5%. And basically, the immediate first hour exposure drove the association, while longer lags showed reduced precision, and that the effects increased basically across all seasons, and where this is consistent with the recent evidence on suicide risk and temperature anomalies. And that's it. I don't know if there is any questions or doubts, or if you were able to hear me properly. It was fine. Thank you very much for this nice presentation. There's no question in the chat, so I have one question, because for this study you restricted the population to older adults. So I was wondering, do you have similar data in a younger population? So where could help you to understand, to interpret the results. So why are you seeing this trend? Would it be specifically in adult adults or also in other younger population? Yeah, in the case of this study, we only have data on older adults from the design, so we don't have data on younger population. But on the literature review that we did, most of the studies are done not only in older adults but in general population, and there are some difference between how older adults experience temperature in terms of mental health. And what I found is that in general, older adults tend to experience it in even worse than, so the effect tend to be more intense for older adults than for younger population. But sadly, in the case of our studies, we only had data on older adults. Yeah. Okay, so thank you. And so there's one question in the chat. So I don't know if you can read the question. So yeah, it's from Camille. So maybe if you can summarize the question. Yeah, it says, I'm reading it. So she says, if I understood correctly, some items from CSD were randomly selected and sent to the participants multiple times a day for 7 days. Yeah, exactly. We worked. So the CSD complete a questionnaire has 24 questions. For this specific study, we selected 8 questions. And during each day, they receive basically 4 questionnaires, 2 questions
during every questionnaire. And for those two questions were selected randomly. So basically, all the participants had to answer to the same 8 questions, but the moment where those questions were asked was random, basically. It's using some items from the CSD for an M studies, something that is commonly seen in the literature. Do you know if this specific use of the scale has been validated? If not, I don't. If not, okay. So CSD specifically has not. I didn't find that it was used in previous EMA studies. They use another scales or even scales that were specifically created for these studies. Um, mm, but they also use similar scales. And do you know if this? And as far as I know, this scale it's been validated. But I don't know if Giovanna can Yeah. maybe add a little bit of this Yes, I regard. can help you. I Thank want to you. I want to yes. So thank you, Camille. Yeah, the CSD scale is validated. We didn't modify the scale, and it's always measured between 0 and 3 for each item. And it's like a standard calculation. We didn't modify it. And if not, the term depressive symptoms are the most appropriate. We already published one paper on that with this data, and the reviewers and also the journal suggest to use those kind of terms instead to use the mood effect or something like this, because it is not like depression, but it's about symptomatology. And yes, it's similar to mood. So in the paper, we will use the depressive symptoms, the depressive symptomatology, and mood. Yeah. I don't know if I answered to your question. Yeah, it seems so. So thank you very much, Diana, for your nice and clear presentation. Je pense qu'on peut passer à la présentation suivante, là, s'il n'y a pas d'autres questions. Donc, c'est l'équipe Pépite. Et donc, c'est Arnaud Serré-Lamande qui va nous présenter un travail intitulé Assessing the Impact of Covariate Distribution and Positivity Evaluation on Weighting-Based Indirect Comparisons, a Simulation Study. Merci Arnaud. Bonjour, bonjour à tous et merci pour la présentation et pour me proposer de partager cet article. Voilà, normalement vous devez voir mon écran là et si vous m'entendez bien, je vais commencer. Alors, je vais donc vous présenter ce travail qui est donc une étude de simulation et qui fait partie de ma thèse de biostatistique que j'ai soutenue la semaine passée. Donc encadré par David Ajaj, donc de l'équipe Pépite, et également Jérôme Lambert qui est à Saint-Louis. Et donc avant de plonger dans le cœur du sujet de cette présentation, je vais faire une introduction sur le domaine des comparaisons indirectes ajustées sur la population, afin que tout le monde puisse à peu près suivre les enjeux liés à ce travail. Vous verrez qu'il y a, pour les personnes qui ne sont pas familières avec le domaine, il y a quand même pas mal des notions des comparaisons indirectes qu'on retrouve dans d'autres domaines des biostatistiques, que ce soit en inférence causale avec les notions de transférabilité des estimations et de transport des estimations, que ce soit en utilisant des bras de contrôle externe, ce genre de choses. Donc, quand les comparaisons indirectes, en fait, l'idée, c'est de comparer et d'évaluer l'efficacité relative de deux traitements. Et dans l'idéal, l'efficacité relative de deux traitements, on se base sur les résultats d'un essai contrôlé randomisé, non biaisé, plutôt de grande taille et bien réalisé. On obtient un effet de traitement non biaisé pour les propriétés qu'on connaît. Néanmoins, il existe des circonstances dans lesquelles on ne va pas avoir les résultats de cet essai pour comparer les deux médicaments, les deux traitements d'intérêt. Ça peut être, par exemple, quand de nombreuses thérapeutiques sont développées en parallèle les unes des autres, auquel cas on ne peut pas avoir un essai qui compare toutes les thérapeutiques d'intérêt. C'est notamment le cas dans le domaine de l'oncologie, de l'hématologie.
Et on peut également avoir ce genre enfin, de difficultés quand, dans le cadre des demandes d'autorisation d'accès précoce, où on va souvent se baser sur des résultats d'essais de phase précoce, donc des essais simples bras non comparatifs. Dès lors, on va devoir se baser sur des alternatives aux essais contrôlés randomisés. Ça peut être en utilisant les résultats d'études observationnelles et on va utiliser des méthodes d'inférence causale dans ce cas-là. Ça peut être également du coup en utilisant de ce qu'on appelle des comparaisons indirectes de traitement, et donc ITC en anglais. Et ce débat, utilisation de résultats d'essais randomisés versus alternatives, eh bien, il a un petit peu dépassé le débat de simplement le cadre des spécialistes en méthodologie. Et on a pu voir des tribunes dans des médias généralistes qui abordaient ce sujet-là avec certains chercheurs qui demandaient plus de confiance dans ces méthodes-là. Et par exemple, la HAS qui expliquait sa position un peu plus conservatrice sur la validation et l'autorisation le remboursement de médicaments qui n'avaient montré des effets qu'avec des comparaisons indirectes ou sans résultat d'essais cliniques randomisés. Donc, une comparaison indirecte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, simplement, on a deux essais, petit a et petit b, comme montré sur cette diapositive, qui comparent les traitements A et C d'un côté et B et C de l'autre. Et ce qu'on peut voir, c'est que ces deux essais, petit a et petit b, ben, ils sont réalisés sur des populations assez différentes. Dans l'essai A, on a une population qui est peut-être plus âgée, avec plus de comorbidité que dans l'essai B, de sorte à ce que quand on compare les outcomes sous chacun des bras de traitement, eh bien, ces outcomes sont influencés potentiellement par des différences d'efficacité de chacun des traitements, mais également par les différences de population à baseline. Et donc, si nous, on cherche à évaluer l'efficacité relative de A par rapport à B, eh bien, il va falloir d'une façon ou d'une autre ajuster cette estimation. Et dans le champ des comparaisons indirectes, cette thèse, ce travail de thèse s'intéresse aux comparaisons indirectes ajustées sur la population, qui sont un sous-type de comparaison indirecte de traitement, et qui découlent de deux contraintes. D'une part, donc les différences entre les populations comparées, comme je le disais juste avant, et d'autre part, le fait que pour ajuster notre estimation, il va nous manquer les données individuelles pour l'un des deux essais qui forment la comparaison indirecte. En reprenant notre exemple précédent, on voulait comparer A par rapport à B et admettons qu'on n'ait pas de bras de traitement commun dans ce cas-là. Donc, par exemple, A et B ont été évalués dans deux essais monobras. On a donc là un outcome Y qui mesure l'effet de traitement et les différences entre les populations sont quantifiées par une variable X, la représentée en abscisse, et on voit donc que les deux populations sont différentes. Et le but, c'est donc, enfin, l'une des façons d'estimer un effet de traitement relatif non biaisé, c'est de transporter, par exemple, l'effet qu'on a observé sous traitement A dans une population distribuée avec les caractéristiques de celle de l'essai B. Cette opération de transport de l'estimation, elle se fait en ajustant sur les facteurs de confusion de l'association euh, de l'effet entre A et B. Une fois qu'on a réalisé cet ajustement statistique, on va noter delta, la différence d'efficacité obtenue entre les deux. Et évidemment, pour avoir un delta non biaisé, il faut bien avoir pris en compte l'ensemble des facteurs de confusion dans l'estimation de l'effet de A dans la population B. Ce qui est forcément une difficulté majeure. Et donc, une alternative à ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des comparaisons indirectes ancrées parce qu'elles vont utiliser un bras de traitement commun, une ancre. On va noter ici le traitement C. Donc si ce traitement C, il a été évalué dans les deux essais et qu'il est bien similaire, c'est-à-dire c'est par exemple la même posologie, même mode d'administration et même molécule bien sûr, on va pouvoir considérer que ce traitement C évalué dans les deux essais, c'est un seul et même bras de traitement et on va pouvoir ainsi bénéficier de la randomisation intra-essai pour évaluer notre différence d'efficacité entre A et B. Et si on reprend notre schéma, ce qu'on va évaluer dès lors, ce n'est plus la différence d'outcome absolue entre A et B, mais la différence d'outcome relative par rapport à C dans chacun des deux essais. Pour estimer le delta, on va donc, quand on a un bras de traitement commun, faire une différence de différence des outcomes. Et pour comprendre
bien, il faut distinguer deux types de facteurs de confusion. On a les facteurs pronostiques qui sont des variables qui ont un effet constant sur l'outcome, quel que soit le traitement reçu. Et on a des modificateurs d'effet du traitement qui sont des variables dont l'effet sur l'outcome varie en fonction du bras de traitement reçu. On peut également dire qu'ils sont des variables qui influencent l'efficacité du traitement. Ça peut par exemple être l'âge, dont on peut imaginer qu'un traitement donné fonctionne mieux chez les patients jeunes que chez les patients âgés, par exemple. Pour que cette comparaison ancrée soit donc non biaisée, il faut faire l'hypothèse que les effets de traitement relatifs, donc par rapport à notre traitement commun C, sont constants à travers les populations comparées. Autrement dit, il n'y a pas de déséquilibre dans la distribution des modificateurs d'effets dans les deux populations comparées. Autrement dit, on s'affranchit totalement avec ces comparaisons ancrées des potentielles différences de distribution entre les facteurs pronostiques entre les populations comparées. Mais néanmoins, si on se trouve dans une situation où en fait on a des modificateurs d'effet qui sont également appelés facteurs d'interaction, facteurs d'hétérogénéité de l'effet du traitement, si on a des différences dans ces distributions entre les populations comparées, eh bien il va falloir de toute façon ajuster notre comparaison indirecte. Et donc, de la même façon qu'on avait transporté l'outcome obtenu sous traitement A dans la population B, là, on va ajuster de façon à estimer l'effet de A par rapport à C dans la population petit b. Et on va dès lors pouvoir estimer un effet de traitement à partir euh, de ces différences de différence dans une population de l'essai petit b. Donc, pour récapituler tout ce que j'ai expliqué jusqu'à présent, dans les comparaisons indirectes, on distingue surtout les comparaisons ancrées des non ancrées en fonction de l'utilisation ou non d'un bras de traitement commun. La différence principale entre les deux, c'est que les comparaisons ancrées, on a besoin de n'ajuster que pour les modificateurs d'effet de traitement, alors que les non ancrés, sans bras de traitement commun, il faut ajuster sur l'ensemble des facteurs de confusion pour obtenir une estimation non biaisée. Autrement dit, ce dernier type de comparaison indirecte repose sur des hypothèses statistiques extrêmement fortes et assez difficiles à tenir en pratique. J'en arrive enfin aux comparaisons indirectes ajustées sur la population, qui sont l'objet enfin, ce sur quoi on a travaillé dans cette thèse, et qui est le cas particulier, mais pas si rare, dans lequel on veut comparer nos traitements A par rapport à B. Admettons qu'on soit un industriel, parce que c'est souvent en fait des industriels qui utilisent ces méthodes, un industriel qui a développé le traitement A. On veut se comparer au traitement B qui a été développé par un concurrent. On a un essai clinique qui a comparé A par rapport à C. On a accès aux données individuelles de cet essai clinique parce que c'est le nôtre, par exemple, enfin, celui qu'on a sponsorisé. Mais on n'a pas accès aux données de l'essai clinique du traitement B par rapport à C. Et on a besoin de réaliser une comparaison ajustée. Et bien, dans ce cas-là, on va utiliser les comparaisons indirectes ajustées sur la population, donc PAIC. En anglais, c'est un cas qui est souvent vu, en fait, enfin pas si rare, dans le contexte des autorisations de mise sur le marché et des demandes de remboursement. Il existe plusieurs méthodologies qui rentrent dans ce champ des PAIC. Aujourd'hui, j'ai simplement parlé des Matching Adjusted Indirect Comparisons, qui sont un sous-type et qui s'apparentent au score de propension pour réaliser l'ajustement. Et donc, on en arrive à notre travail de simulation sur ce sujet, qui avait plusieurs objectifs, donc principal, et on va se concentrer sur le premier qui est le principal, c'est-à-dire on voulait évaluer l'impact de, on va dire, la perte d'information, enfin, ouais, la perte d'information qu'on a quand on utilise des données agrégées, c'est-à-dire quand il nous manque les données individuelles par rapport au cas idéal où on aurait accès à l'ensemble des données individuelles pour les deux essais. Dans chacun des deux cas, on va utiliser des estimateurs différents. Quand on compare les résultats, les performances de ces estimateurs, finalement, quelle est la différence en fonction de différents scénarios qu'on va avoir évalués. Et ces estimateurs sont donc les MAIC, donc Matching Adjusted Indirect Comparisons, qui est un type de Population Adjusted Indirect Comparisons, par rapport à leur correspondant, l'estimateur correspondant, c'est-à-dire la pondération inverse par score de propension, qui est ce qu'on aurait utilisé si on avait accès à l'ensemble des données individuelles.
Donc, le modèle de génération des données qu'on a utilisé ici, il est relativement simple au sens où on n'a que deux facteurs de confusion qu'on a notés x1 et x2 qui donc influencent la probabilité d'appartenir à l'un ou l'autre des essais formant notre comparaison indirecte. Et simplement, x1 et x2 ont des propriétés différentes au sens où x1 est un modificateur de l'effet de traitement, c'est-à-dire qu'il a un effet direct sur l'outcome, et également un effet sur l'outcome via un différentiel en fonction du bras de traitement reçu, noté Z ici. X2, à l'inverse, c'est un facteur pronostic pur, au sens il n'a qu'un effet sur l'outcome direct, donc un effet constant. On a utilisé un outcome continu, 250 patients par bras de traitement, et on a réalisé 2000 itérations de nos simulations de Monte-Carlo. Et donc les estimateurs qu'on a comparés ici, on a la pondération par le score de propension qu'on va abréger en PSW pour la suite, et les Matching Adjusted Indirect Comparisons, deux sous-types de MAIC, en fonction qu'on ajuste sur le moment de premier ordre ou le moment de premier et de second ordre. Je vais revenir immédiatement sur ces notions de moment d'ordre 1 et moment d'ordre 1 et 2. Donc les MAIC, c'est donc un analogue à la pondération par le score de propension qui vise à équilibrer les caractéristiques des deux études comparées et donc à égaliser en fait les moments des distributions de ces deux études. Et de la même façon que la pondération par le score de propension, ça permet d'estimer un effet de traitement marginal, donc un effet moyen sur l'ensemble de la population. Pour bien comprendre la différence, on va regarder ça visuellement. On va se placer dans le premier cas où on a accès à l'ensemble des données individuelles. Donc on a la fonction de densité de notre population cible en orange sur la droite ici, et la fonction de densité de cette même variable dans notre population source à gauche en rouge sur le schéma. Après pondération par score de propension, ce qu'on souhaite obtenir, bah, finalement, c'est deux fonctions de densité qui se recoupent à peu près totalement. Donc ça, c'est le cas idéal. On a accès aux données individuelles de nos deux essais. Maintenant, si on se place dans le cas des comparaisons indirectes ajustées sur la population, ce qu'on va avoir, c'est non pas l'ensemble de la distribution de notre variable dans la population cible comme à gauche, mais simplement, par exemple, la moyenne de de cette distribution. Et donc la moyenne, en fait, c'est ce qu'on appelle le moment d'ordre 1. Et cette moyenne dans notre population cible, elle est représentée par la ligne verticale en pointillé ici. Eh bien, les maïs que ça va nous permettre de faire, c'est d'aligner la moyenne dans notre population source avec la moyenne dans la population cible après pondération, en fait. Et donc, je vous ai parlé de deux sous-types de maïs, parce qu'on peut égaliser les moments d'ordre 1, c'est-à-dire les moyennes, ou les moments d'ordre 1 et 2, ce qui nous permet d'égaliser à la fois la moyenne et l'écart type éventuellement de notre distribution. Donc CMAX, c'est en gros le but, c'est une méthode qui permet d'estimer des poids et ces poids sont estimés d'une façon différente que la méthode des scores de propension. Mais une fois qu'on a ces poids, ça revient au même. On va simplement estimer un outcome pondéré comme une moyenne pondérée des outcomes dans la population source. Cette pondération, elle conduit nécessairement à une réduction de la taille de l'échantillon qu'on va quantifier via ce qu'on appelle l'effective sample size. Et cette taille va être d'autant plus, enfin, cette taille post-pondération va être d'autant plus réduite que les différences initiales entre les populations comparées sont importantes et qu'on aura eu besoin d'ajouter sur un grand nombre de variables. On a listé, listé 4 critères de performance pour évaluer les performances du coup, de ces différents estimateurs. Je vais simplement présenter deux dans les résultats ici. Ce sera le biais et le taux de recouvrement à 95%, qui est la proportion d'intervalle de confiance dans nos simulations, qui contenait effectivement la valeur théorique du paramètre estimé. Donc on veut que cette valeur soit la plus proche possible de 95%. Enfin, dernière partie des méthodes, ce sont les distributions des variables qu'on aura fait varier dans différents scénarios. Donc on a 4 paires de distributions différentes. Dans la première paire, nos variables x1, x2 qui suivent la même distribution et qui ne sont pas collées,
eh bien, elles suivent des distributions normales, comme représenté ici. Dans la deuxième paire, ces deux facteurs de confusion vont suivre une distribution log normale, donc asymétrique, comme représenté ici. Enfin, dans les troisième et quatrième paires, ces variables vont suivre des distributions bimodales. Et l'idée derrière ces différentes distributions, notamment ces distributions asymétriques, c'était d'évaluer l'éventuelle robustesse des maïcs, qui n'ont donc pas accès à l'ensemble de la distribution de la fonction de densité, par rapport à des distributions qui sont donc non symétriques, voir comment ces estimateurs se comportent. Enfin, je dis qu'on avait des paires de scénarios, et bien c'est parce qu'au sein de chacune des paires, on fait varier une situation qu'on appelle l'hypothèse de positivité. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le cas où on a un support statistique adéquat par rapport à notre population cible. Par exemple, dans le premier scénario, on n'a pas d'entorse à l'hypothèse de positivité et notre population cible, c'est la fonction de densité en jaune sur la droite ici, notre population source, c'est celle en verte ici. Eh bien, on a bien, en gros, à peu près la densité de notre population cible qui est incluse dans la densité de notre population source. Si on inverse la distribution de ces deux courbes, on voit que maintenant notre cible, c'est toujours la population, la densité en jaune ici, et bien une partie de cette densité ne se retrouve plus vraiment dans notre population source. On n'a plus le support adéquat. Et donc, pour prendre un exemple concret et simple, par exemple, on a un essai clinique où nos patients, ils avaient entre 60 et 80 ans. Dans l'essai sur lequel on veut extrapoler dans la population cible, eh bien, ces patients, ils auraient eu entre 40 et 85 ans. Eh bien, là, les patients qui ont moins de 60 ans ou plus de 80 ans, on n'a pas ce type de patients dans notre population. Donc ça va poser des problèmes d'estimation statistique. C'est assez connu dans la méthode, enfin, quand on utilise un score de propension, notamment une pondération par le score de propension. Et donc, on voulait évaluer les performances de ces estimateurs d'EMAIC dans on va dire, ce scénario assez particulier-là. On en arrive au résultat de ces simulations. Alors, on va regarder le premier scénario où les deux facteurs de confusion de notre modèle de génération de données sont distribués normalement et on a un support statistique adéquat dans notre population source, donc il n'y a pas de problème de positivité. Quand on regarde les deux critères de performance qu'on a choisis, on voit qu'on a les performances de ces trois estimateurs, donc pondération par le score de propension à gauche, Maïc qui ajuste sur le moment d'ordre 1 et 2 au milieu, et Maïc moment d'ordre 1 en bas. Eh bien, le biais est quasiment nul hein, pour quel que soit l'estimateur utilisé. Les triangles, c'est un estimateur qui utilise un bras de traitement commun, donc ancré, et les cercles non ancrés. Globalement, pas de biais quand le modèle est bien spécifié. Et quand on prend les taux de recouvrement des intervalles l'estimation des intervalles de confiance, eh bien, ces intervalles de confiance sont estimés de façon adéquate parce que le taux de recouvrement est proche du taux nominal de 95%. Et quand on regarde, on s'intéresse à la distribution de ces codes variables avant et après pondération pour chacun des estimateurs. On voit que globalement, on a des distributions qui sont, enfin, ce à quoi on s'attendait, on va dire que après pondération par le score de propension, la fonction de densité se recoupe totalement dans nos populations cibles et sources. Quand on agit sur le moment d'ordre 1, eh ben, on a décalé la moyenne de notre population source en vert ici pour égaliser celle de notre population cible en jaune. Et Mike, moment d'ordre 2, quelque chose un peu entre les deux. Et dernière chose à voir sur cette image, c'est les nuages de points noirs ici qui représentent la distribution des scores de propension. Ce qu'il est important de voir ici, c'est que ces scores de propension qui donnent ensuite les poids qui nous permettent de pondérer notre population sont distribués de façon différente en fonction des trois estimateurs. Et ça, c'est important pour le scénario 2 où on a encore des variables x1, x2 qui sont distribuées normalement. Simplement, là, on est dans un cas où il nous manque une partie de la distribution cible dans notre population source. Donc, on a un problème de positivité. Et bien, quand on regarde les performances des estimateurs, on a un biais résiduel avec la pondération par le score de propension, même en utilisant le modèle adéquat, c'est-à-dire même en ayant inclus l'ensemble des facteurs de confusion pertinents, et de même, on a un taux de recouvrement inférieur au taux nominal. Alors qu'en utilisant les MAIC,
on a un biais nul et on va dire un taux de recouvrement qui est proche de 95%. Quand on regarde ce que ça donne en termes de distribution post-pondération, on a des nuages enfin, on a des scores de propension avec la pondération par le score de propension justement, qui sont très très proches de 1. Et ça, on sait que dans le score de propension, c'est poids très très proche de 1, ça peut donner, ça c'est score de propension très très proche de 1, ça peut donner des poids infinis, donc instabilité d'estimation, d'où le biais qu'on observe in fine, et les intervalles de confiance approximatifs qu'on observe in fine. Alors que avec les make, pardon, avec les make, on a moins de poids, enfin de score de propension proche de 1, donc moins de poids extrême. Et les make d'ordre 1 et 2, on est dans une situation un petit peu intermédiaire. Et pour résumer les résultats des scénarios 3 et 8, on observait des tendances similaires, à savoir des résultats qui sont relativement peu influencés par la distribution des covariables en tant que telle, mais très influencés par l'entorse ou non à l'hypothèse de positivité, avec de façon relativement surprenante, c'est Maïk qui se montrait plus robuste à ces scénarios particuliers-là. On a ensuite appliqué les résultats de ces simulations à des cas réels, à des données réelles, et en l'occurrence, on a choisi des essais Akiki 1 et 2 qui s'intéressaient à l'insuffisance rénale aiguë en réanimation et qui s'intéressait plus spécifiquement au délai de prise en charge délai d'initiation de la dialyse dans cette prise en charge de l'insuffisance rénale aiguë. Le premier essai Akiki 1 comparait la prise en charge précoce à retardée et Akiki 2 retardée à encore plus retardée. Dans les deux essais, on n'avait pas eu de différence de délai de survie à 60 jours. Ces deux essais, cette paire d'essais, comprenait deux avantages majeurs pour appliquer nos simulations. D'une part, il y avait un bras de traitement commun, donc le bras de traitement dialyse retardée. Et on avait également surtout une situation en fonction de l'interprétation des critères d'inclusion des deux essais. On pouvait reproduire ou non l'entorse à l'hypothèse de positivité qu'on avait évaluée dans nos simulations. Et les résultats qu'on a obtenus sur ces essais Akiki 1 et Akiki 2, quand on se plaçait dans une situation où on n'avait pas d'entorse à l'hypothèse de positivité, globalement, l'ensemble des estimateurs avaient des intervalles de confiance relativement proches et des estimations ponctuelles relativement proches du délai de survie entre les stratégies précoces et très retardées. Quand on se plaçait dans une situation avec entorse à l'hypothèse de positivité, ce qu'on observait, c'était que pour la pondération avec le score de propension PSW ici et les MAIC, qui est juste sur le moment d'ordre 1 et 2, on avait des intervalles de confiance extrêmement larges, et ce qui recoupait un peu les résultats qu'on avait observés dans nos simulations. Donc en conclusion de ce travail, on a observé que les estimateurs pondérés, leur performance était avant tout affectée par le manque de support statistique éventuel entre les populations comparées et relativement peu, en tout cas dans les scénarios évalués, par la distribution en tant que telle des facteurs de confusion, c'est-à-dire normal, log normal ou bimodal. Néanmoins, les makes enfin, qui ajustaient sur le moment d'ordre 1 montraient des performances satisfaisantes et de façon assez étonnante, plus robustes que la pondération par le score de propension. Néanmoins, enfin, ce qu'il faut retenir, ou plutôt ne pas retenir de cette présentation, c'est pas que il est désirable de ne pas avoir accès aux données individuelles. Avoir accès à l'ensemble des données individuelles, ça permet une bien meilleure flexibilité de l'analyse, néanmoins spécifiquement dans un cas comme ça, quand on a accès aux données individuelles et qu'on veut utiliser la pondération par le score de propension, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la population cible d'intérêt, c'est-à-dire que si on n'a pas de patients jeunes dans notre population source, eh bien, on va estimer un effet de traitement sur la population des patients dont on dispose réellement, qui ont réellement un overlap, et on peut pour ça utiliser différents types de poids, par exemple les overlap weights, qui sont assez adaptés à ces cas-là. On a également, avec les données individuelles, plus de flexibilité pour identifier les bons facteurs de confusion, etc.
Néanmoins, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les Maïcs, dans cette situation-là assez contrainte, eh bien, ça montre quand même des performances relativement satisfaisantes, ce qui est assez important dans le contexte, dans leur contexte d'utilisation, d'autorisation de mise sur le marché, de négociation, de remboursement. Voilà pour ma présentation et je vous écoute si vous avez des questions sur le sujet. Merci beaucoup, Arnaud. C'était très clair. Je sais pas si vous avez des questions. En tout cas, j'en vois pas dans le chat. Donc peut-être, en tout cas, cette méthode, donc pour toi, c'est la méthode pour des comparaisons indirectes dans la situation que tu décris. C'est la méthode à utiliser en Ouais. priorité alors. Alors, ça dépend comment on interprète les choses. Disons que le plus, je pense qu'il est le plus important à retenir, c'est que ces comparaisons directes ajustées sur la population, elles sont toujours utilisées dans une situation relativement contrainte, à savoir, il nous manque une partie des données individuelles. Donc, c'est une situation en fait, dans laquelle on n'a pas vraiment de choix. On peut juste pas utiliser vraiment d'alternative. C'est où on fait une comparaison ajustée ou on n'ajuste pas du tout. Et finalement, ce qu'on montre dans ce travail-là, c'est que dans la situation un peu contrainte où la population cible, en plus, c'est pas exactement notre population source, et il nous manque une partie des patients d'intérêt dans notre population source, eh bien, ces maïques, en fait, elles se comportent de façon relativement robuste. Donc, dans un cas, en fait, dans le cas où vraiment on n'a pas le choix, on veut quand même faire une comparaison ajustée, il nous manque les sujets eh bien, on peut utiliser ces maïcs néanmoins. Mais nous, en fait, quand on a lancé ce travail, l'idée, c'était plus de... On pensait plus montrer l'opposé, enfin, le résultat opposé, et on pensait plus plaider pour un plus grand partage des données individuelles, etc. Je pense que ce dernier constat reste vrai. Je pense qu'on on a toujours intérêt à essayer de rendre accessibles les données individuelles des essais quand on veut faire des ajustements statistiques, même si voilà, nos résultats sont relativement rassurants d'une certaine façon. Ok. Et donc par rapport aux méta-analyses en réseau, Ouais. Ah, justement, alors ça, c'est très en lien avec les méta-analyses en réseau. En fait, les méta-analyses en réseau, c'est un peu un cas plus général de la comparaison indirecte ancrée. Ancrée, ça veut juste dire qu'on a un bras de traitement commun. Les méta-analyses en réseau, en fait, on a un bras de traitement commun, mais qui nous permet de comparer tout un tas d'autres traitements. Disons que pour reprendre la notation qu'on a là, on pourrait comparer les traitements A, B, D, E, F, qui auraient été tous comparés au traitement C. Ces métallisés en réseau, en général, ne sont pas ajustés. Donc ça, on va dire, les comparaisons directes ajustées sur la population, ça va un petit peu plus loin que les analyses en réseau, au sens où on ajuste une partie de nos estimations. C'est ça que c'est le lien oui, donc entre... ce serait plutôt quand même à privilégier ce type d'approche comparé Ouais. à des méta-analyses en réseau finalement. Effectivement, en gros, pour résumer, les méta-analyses en réseau, ça fait des hypothèses plus fortes, c'est-à-dire que ça fait des hypothèses d'homogénéité des populations comparées sur les modificateurs d'effet de traitement. Autrement dit, il n'existe pas de différence de modificateurs d'effet de traitement entre les populations comparées. Si on imagine d'une façon ou d'une autre qu'il en existe, alors il faut ajuster nos estimations. Et donc, d'une certaine façon, il va toujours falloir avoir les données individuelles de moins une partie des essais pour ajuster. Enfin, il n'y a plus trop le choix, quoi. Voilà, Super, ben, merci beaucoup, avec plaisir. Arnaud. Et donc on peut passer à la dernière présentation de Forecast. Et donc c'est Charles qui va nous présenter les premiers travaux sur les données de l'EDS-APHP et de la base de données Suvimic dans l'objectif d'un chaînage au SNDS. Donc merci Charles. Ouais, vous m'entendez bien? Ouais, Ok, super. Alors, vous voyez mon écran? Ok, merci. Du coup, je vais revenir et effectivement ajouter un peu des choses sur un projet dont Julien est à l'origine et qui vous a déjà un petit peu été présenté. L'idée, c'est que ce projet, ça fait plusieurs années qu'il est en préparation et en gestation et il a commencé plus ou moins officiellement là depuis le mois de septembre. L'équipe se constitue petit à petit.
Donc, je vais commencer par un rappel sur l'idée du projet, ses objectifs et comment il s'organise. Et après, je vous donnerai un peu du coup, des résultats, des premières analyses. Mon résultat est peut-être un peu prématuré, mais en tout cas, les premières analyses. Et je vous présenterai aussi la manière dont on est encore à l'heure actuelle en train de construire en fait, de chaîner plusieurs bases de données pour renforcer la base ou le socle sur lequel le projet va se fonder. Voilà. Donc, comme rappel, on travaille sur les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, donc MICI, qui constituent du coup la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Sont donc des maladies chroniques qui sont fortement handicapantes dans certains cas, qui sont incurables et qui affectent plusieurs millions de patients dans le monde entier et notamment aux États-Unis et en Europe. L'idée, c'est qu'on a environ une répartition égale entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. On est à environ 2,6 millions de malades atteints de Mickey en Europe et c'est en augmentation, à peu près le même ordre de grandeur aux États-Unis et environ 350 000 en France. Cependant, les traitements qui existent à l'heure actuelle sont normalement des immunosuppresseurs, par exemple les anti-TNF. Il en existe plus d'une douzaine à l'heure actuelle, mais il n'existe pas de biomarqueurs efficaces qui permettent de prédire de manière personnalisée les réponses des patients à tel ou tel traitement. Et les essais cliniques randomisés, évidemment, sont coûteux, que ce soit en termes de temps ou de moyens. Et toute l'idée du projet Forecast, ça va être de développer et valider un cadre d'étude des données réel, centré sur les patients et mesurant la balance bénéfice-risque des traitements contre les MITI. Et pour ça, on utilisera plusieurs bases de données que je vais vous présenter très bientôt. Petit crochet pour présenter l'équipe qui est maintenant quasiment entièrement constituée. Donc il y a Julien Kirchgesner, PUPH à Saint-Antoine, gastro-entérologue qui est à l'origine du projet, qui d'ailleurs aussi maître de cérémonie pour cette présentation. Et on est ensuite 6 avec des profils assez variés dans l'équipe, donc 2 médecins, 2 post-doctorantes en sciences des données, moi-même data scientist et Fofana qui est également data scientist et qui a également travaillé sur des données de santé publique par le passé. Les 3 bases de données maintenant sur lesquelles on va se fonder, l'une c'est donc, le SNDS par l'intermédiaire du Health Data Hub. Donc comme je vous ai dit plus tôt, on n'a pas encore reçu les données, mais a priori ce sera un peu plus de 300 000 patients atteints de MICI en France. L'idée c'est que les données de la vie réelle sont de plus en plus utilisées et en particulier les données du SNDS dans le cadre de compléments à résultats qui peuvent être apportés par des essais cliniques randomisés. Mais très fréquemment, les études se font sur une seule source de données et il est assez rare d'en voir plusieurs qui vont être chaînés et qui vont cependant pouvoir se compléter. Donc, le gros avantage de cette première, le SNDS, c'est sa taille, puisqu'elle couvre l'ensemble du paysage français. Et son désavantage, c'est peut-être un manque de granularité, puisqu'on n'a pas accès à autant de données que dans les prochaines bases dont je vais parler. La deuxième, donc, c'est l'EDS, l'entrepôt de données de santé de la PHP, et qui rassemble les comptes rendus médicaux, les données cliniques, biologiques des patients, et qui permet d'avoir un suivi concret de leur état et de leur parcours de soins. Ça, c'est environ 50 000 patients dans le cas de la PHP pour les MICI. Donc, on voit plus petit que le SNDS, mais avec des données qui sont du coup plus étoffées. Et la troisième base de données sont des cohortes dédiées, comme celle que nous avons utilisée, qui s'appelle Suivimic, et donc qui a été constituée
à la PHP et en particulier à l'hôpital Saint-Antoine, et on a maintenant presque 10 000 patients répertoriés avec des données qui sont à nouveau sur un échantillon plus réduit, mais plus granulaires et plus complexes, plus structurées et plus précises en moyenne que celles de l'EDS de la PHP. Maintenant, pour l'organisation du projet, donc on a principalement 3 gros axes. C'est un projet qui va durer plusieurs années, donc ça, ce sont des problématiques de long terme. Mais le premier work package, ce serait donc le développement d'algorithmes, de modèles identifiant des paramètres clés dans les données dont nous disposons, en particulier donc les comptes rendus médicaux, qui sont des données non structurées. Un deuxième work package, ce sera donc l'émulation avec ces données numériques d'essais cliniques pour comparer les traitements entre eux et essayer d'extraire des données personnalisées sur les patients et pouvoir établir non seulement l'effet d'un traitement sur une population en général, mais en plus essayer d'avoir des résultats sur l'effet d'un traitement en fonction des caractéristiques cliniques spécifiques aux patients. Et le troisième work package, ce serait un outil, un système d'aide à la décision, donc à destination des praticiens, qui permettrait justement d'utiliser les résultats, en plus d'avoir des résultats de recherche, de les utiliser au quotidien dans la vie réelle pour avoir de meilleures estimations face aux patients. Maintenant, je vais me concentrer un petit peu donc sur le chaînage entre l'EDS et le SNDS, parce qu'actuellement, le chaînage EDS-Suvinic est déjà fait, mais le chaînage EDS-SNDS est beaucoup plus complexe pour des raisons que je vais développer. D'abord, voilà un petit peu donc le protocole que nous suivons actuellement pour justement pouvoir obtenir une table d'appariement. En fait, vraiment une correspondance patient par patient entre les données EDS et les données SNDS. D'abord, donc, le HDH avec lequel du coup, on travaille pour ça nous demande une documentation précise des variables dont nous disposons dans l'EDS et une standardisation aussi des données pour répondre à des contraintes techniques qui sont pour eux nécessaires à remplir. Ensuite, donc, on a le transfert de données qui est réalisé par l'équipe de l'EDS et en parallèle, nous, l'équipe Forecast, avons aussi préparé des tables d'accrochage qui sont des tables qui vont permettre pour le HDH de relier efficacement un patient dans l'EDS à son profil dans le SNDS. On n'est pas autorisé à avoir un chaînage entièrement, par exemple, basé sur le numéro de sécurité sociale ou des choses comme ça. Donc, il faut obligatoirement utiliser des données dont on dispose, typiquement sur le parcours du patient. Je vais revenir un peu là-dessus pour assurer ce chaînage. De la même manière, on prépare une documentation et également des remarques et des idées concernant le protocole d'appariement, parce que l'appariement lui-même est réalisé par le HDH, mais dans la mesure où l'équipe Forecast a travaillé sur les données, on a une connaissance aussi de leurs biais, de leurs avantages et de leurs défauts, et donc on a proposé voilà des idées qui pourraient être déjà des choses auxquelles faire attention du côté du HDH et en même temps qui pourraient leur faire aussi gagner du temps et augmenter la qualité aussi de l'appariement qui sera au bout. Sachant que voilà, un chaînage comme ça, c'est quelque chose qui est encore très nouveau. Donc même si l'équipe du HDH a déjà pu peut-être parfois travailler sur des données EDS, il n'y a pas actuellement, typiquement le chaînage, ça prend 2 à 3 mois a priori à être fait d'après ce qu'ils estiment. Donc c'est pas quelque chose qui est non plus complètement automatique à partir du jour où ils reçoivent les tables d'accrochage et les données à parier. Et donc voilà, dernière étape, donc le chaînage. À l'heure actuelle, donc les données et les tables d'accrochage viennent d'être envoyées au HDH et donc on attend leur retour. D'abord sur les questions pour être sûr que, encore une fois, tout est conforme à leurs contraintes
et que le chaînage peut démarrer. Maintenant, petite présentation des tables d'accrochage, justement, donc celles qu'on a préparées pour aider à l'appariement entre les patients dans l'EDS et leur profil dans le SNDS. On en a généré 4. La première qui se compose de données démographiques, donc typiquement, voilà, ça s'est arrêté assez vite, mais c'est genre date de naissance, ce genre de choses, et qui vient d'une table EDS comme l'intégralité des tables d'accrochage que je vais vous présenter ici. La deuxième condition, donc, qui contient des données diagnostiques, donc en particulier les codes SIN-10 qui ont été associés aux patients et l'endroit où ça leur a été associé et la date. L'idée, c'est que cependant, ces codes SIN-10, ils sont assignés que dans des cas d'hospitalisation et pas pour des cas de consultation. C'est pour ça, j'y reviendrai aussi, mais dans le cas des patients qui n'ont été présents que en consultation, on fait face à de nouvelles contraintes et un chaînage plus compliqué. Procédure, donc ça c'est pour les actes CCAM, sur le même modèle à peu près que la table des diagnostics. Et enfin, une table des consultations, pareil, qui concerne les patients de l'EDS, mais là-dessus on avait un biais assez important, qui est que les données qui sont renseignées en structuré associées à la consultation d'un patient dans l'EDS, c'est pas les données, enfin la date qu'on va avoir, c'est pas la date de la consultation, mais la date à laquelle rendu a été entré dans le système. Ce qui est effectivement généralement pas très loin de la date réelle, mais qui peut avoir des gros biais. Et en particulier, le fait que si on regarde juste la date qu'on a directement structurée dans l'EDS, bien souvent, on va avoir en fait une seule date qui va correspondre à plusieurs consultations parce que c'est le même dossier qui va être mis à jour en patient donné. Et donc, on n'aura même pas plusieurs événements caractérisables comme tels. Donc, on va plus chercher, pas seulement dans la liste et la date de la consultation comme structurée, mais on va aller chercher dans la table des notes, la table qui contient entre autres les comptes rendus de consultation. Et là, en utilisant un modèle de traitement automatique du langage, on va aller extraire les dates qu'on classifie comme étant des dates de consultation de manière automatisée. Pour donner un ordre de grandeur, donc je disais les patients EDS qu'on a, c'est un peu moins de 50 000. Parmi ceux-là, on a 1500 patients qui n'ont aucune hospitalisation, qui n'ont que des consultations dans notre cohorte. Et justement, rapidement, une petite caractérisation pour montrer aussi les biais qu'il pourrait y avoir si jamais on décidait simplement de les ignorer. On a à gauche la distribution du nombre de dates de consultation. Le paramètre NHLP consulte, ça veut dire que ce sont des patients qui n'ont ni hospitalisation ni acte CCAM, procédure, mais qui ont une consultation. Donc c'est dans le cas orange, c'est précisément les patients qui nous intéressent et qui sont plus compliqués à retrouver dans le SNDS. Et on voit qu'en moyenne, ils ont moins de dates de consultation que des patients qui ont été hospitalisés, ce qui est assez logique. À droite, on a la durée de suivi en nombre de jours. Et pareil, on a un biais, c'est beaucoup plus court. Et pour cause, comme on le voit, il y a une bonne partie de ces patients-là qui ont moins de 2 consultations en fait dans l'EDS. Maintenant, répartition aussi de ces patients au sein des différents hôpitaux. Alors là, pour le coup, on a quelque chose finalement assez représentatif. On voit que pour les différents hôpitaux de la PHP, on a à peu près une distribution similaire des patients qui donc sont dans cette catégorie seulement consultation vis-à-vis des autres patients. Il y a quand même un certain nombre de nuances, mais il n'y a pas quelque chose de vraiment flagrant a priori. Et voilà pour ces patients. Je vais aussi dire un mot donc, sur la caractérisation de la cohorte subclinique, qui est donc cette fois la cohorte qui est réalisée par les gastro-entérologues de la PHP avec les données de la vie réelle et qui donc est plus précise et plus structurée en termes de données que ce qu'on peut avoir de manière générale dans l'EDS. On voit qu'il y a aussi un gros biais entre les patients subcliniques et le reste des patients présents dans notre cohorte EDS, notamment le nombre de consultations. C'est un nombre plus élevé et en fait, c'est déjà assez logique qu'un patient qui vient plus fréquemment à la PHP aura plus de chances de se retrouver dans la cohorte subclinique. Par ailleurs, il y a aussi un biais de sévérité
qui est que les patients qui ont des hospitalisations, des choses comme ça, et encore plus d'hospitalisations prolongées, maintenant, ça fait plusieurs années qu'ils vont systématiquement être ajoutés à la cohorte subclinique. Donc, on sait que ce sont des patients qui vont avoir des parcours plus complexes et en fait une sévérité plus élevée que la moyenne. C'est quelque chose qu'on observe aussi à côté dans la durée de suivi. Hop. Maintenant, à nouveau, donc toujours sur Suvimic, cette fois, donc l'évolution du nombre de patients qui viennent chaque année et qui font partie ou pas de la cohorte. On voit que donc il y a une augmentation du nombre de patients qui fait partie de la cohorte et une diminution du nombre de patients qui n'en fait pas partie, qui est dans notre cohorte de l'EDS. Et à droite, on a une répartition un peu plus précise en fonction du type d'hospitalisation qu'on constate. Alors, il va y avoir un biais sur les consultations pour les raisons que j'ai évoquées précédemment, mais pour les hospitalisations, ce sont des chiffres très fiables et pour les hospitalisations incomplètes, relativement aussi. Et on voit qu'on a notamment une envolée du nombre d'hospitalisations incomplètes, donc ça veut dire des hospitalisations de jour, des hospitalisations sans hébergement, ce qui est à la fois du coup un signe qu'on a de plus en plus de patients dans notre cohorte survimique, mais qui dénote aussi de la tendance qui est que les hospitalisations vont de plus en plus se faire en ambulatoire, justement, en hospitalisation de jour. Et on voit d'ailleurs on a un plafonnement des hospitalisations, enfin des hospitalisations entre guillemets complètes, donc avec hébergement, qui serait donc le trait continu orange que vous voyez avec à peu près du coup 500 patients par an. Quand je dis 500 patients, évidemment, par an, ça veut dire qu'un patient qui vient 5 années d'affilée, il sera donc dans ces 5 années-là. Voilà. Maintenant, si je regarde un peu plus précisément les unités fonctionnelles dans lesquelles les patients sont passés, on voit qu'on a pour le coup un biais avec les patients subcliniques qui sont beaucoup plus présents dans les unités de Saint-Antoine que dans les autres. Alors, c'est à la fois d'abord parce que la cohorte et la plateforme subclinique qui permet de suivre ces patients, elle a été développée plutôt du côté de Saint-Antoine, donc il y a une adoption plus forte. Mais c'est aussi potentiellement lié au profil des patients qui vont y venir, puisque je parle sous le contrôle de Julien, je suis pas entièrement sûr de ce que je vais dire, mais j'aurais tendance à dire que les patients plus graves vont aussi avoir plus tendance à se retrouver à Saint-Antoine plutôt que dans une autre unité, d'un autre hôpital, et que du coup, il y a à nouveau le biais de sévérité qu'on avait dit, et le fait qu'un patient qui est atteint d'une forme grave de MICI va avoir plus tendance à être ajouté à la cohorte. Voilà pour la caractérisation. Je vais essayer d'aller rapidement du coup, sur la dernière partie de cette présentation. Donc, parler un petit peu des premiers modèles d'extraction qui ont été réalisés, pas par moi, mais par un stagiaire en sciences des données qui était présent jusqu'à récemment dans l'équipe et qui a du coup déblayé le terrain. J'ai rassemblé une partie des résultats. Alors, d'abord, vous avez l'extraction des dates de diagnostic, une donnée qui nous intéresse beaucoup à extraire dans les comptes rendus de consultation. Vous avez à gauche donc la pipeline. L'idée, c'est qu'on part d'un compte rendu médical et qu'on essaye d'extraire une date qui serait la date de diagnostic de Samiti. Et ça, c'est donc ça a été fait uniquement sur les données de Suvimic, pas encore sur celles de l'EDS. Et l'idée, c'est d'en faire aussi un audit de qualité de Suvimic. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, donc c'est une plateforme c'est une base de données qui est remplie par les médecins en fait en temps réel avec les données des patients qu'ils ont en phase 2. Et donc, on a envie de savoir à quel point ce remplissage va être fiable pour la suite de nos analyses. Alors, on voit environ, d'abord, si on compare les annotations qui ont été faites dans le cadre du projet de recherche avec les données présentes sur Suvimic, déjà, on va avoir seulement 80% des comptes rendus qui sont validés et donc on considère qu'ils n'ont pas besoin de vérification supplémentaire. C'est-à-dire que l'annotateur a trouvé une date de diagnostic dans le compte rendu, il l'a relevé et la date relevée correspond à celle qui est renseignée en structuré dans Suvimic. Ça, ce sont déjà des stats qui sont beaucoup plus fiables que celles qu'on peut avoir dans l'EDS typiquement, mais ça nous laisse quand même un certain nombre de comptes rendus qui mériteraient vérification. Et à droite, vous avez l'effet du modèle, donc c'est-à-dire une fois que le modèle présent à gauche a été entraîné,
savoir à quel point lui, il va être d'accord avec ce qui est présent dans ce unique. Et là, on voit qu'on a 68% de documents qui sont validés. Donc, c'est moins que ceux de la notation, c'est dû au fait que vous avez en bas la performance du modèle qui a un F1 score, je ne rentre pas dans le détail technique, mais de 0,80. Et donc, il va avoir aussi tendance à se tromper plus que, évidemment, les annotations qu'on lui a données pour apprendre. Mais tout de même, il réduit à 32% les documents qui mériteraient vérification. Il y a une partie des documents qui méritent d'être vérifiés parce qu'on n'a pas de date de diagnostic dedans. Et donc, on se demande d'où vient la date renseignante structurée. Et une partie qui mérite d'être vérifiée parce que le modèle serait en désaccord avec la date renseignée dans suivi unique. La question, c'est est-ce qu'il n'est pas d'accord parce qu'il s'est trompé ou parce qu'il y a eu une erreur dans la manière dont la table a été remplie. Rapidement aussi, donc un algorithme d'extraction des localisations de lésions, un peu plus technique, notamment pour comprendre la manière dont on caractérise ces lésions. Mais en gros, l'idée, c'est qu'on va extraire dans un rendu médical toutes les localisations anatomiques et après, on va classifier chacune d'elles pour savoir si oui ou non il s'agit de la désignation d'une lésion en cas du patient. Et une fois qu'on a identifié que c'est une lésion, si c'en est une, on va la mapper pour la faire entrer dans une classification qui s'appelle la classification de Montréal et qui permet donc de caractériser précisément la localisation de la lésion et ça de manière standardisée. Et vous avez donc à droite les performances du modèle, donc un score similaire au précédent et une concordance avec Suvimic qui est de l'ordre de 74 à 60 et donc la base de données Suvimic. Voilà, et un mot rapide donc, sur les prochaines étapes du projet. Alors, d'ici janvier 2026, on aura accès a priori à notre espace du HDH, donc on pourra commencer déjà à préparer des analyses, mais d'abord sur des données synthétiques. Et d'ici mars 2026, normalement, le chaînage SNDS-EDS aura été réalisé par l'équipe du HDH et donc on pourra avoir accès aux données sur cet espace. Et côté EDS, dès janvier 2026, les informations d'extraction dont je vous ai parlé, qui a été faite sur les données Suvimic, l'objectif, ça va être de continuer ça et de la développer aussi pour les modes issus de l'EDS. Voilà. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup, Charles. C'était très clair. J'ai pas de questions, évidemment, mais je sais pas si apparemment il y a quelqu'un qui va poser une question, peut-être. Mais Peut-être la poser à l'oral, c'est... oui, Bonjour, Laurie, je suis dans les Humo. Du coup, on est d'accord, là, vous êtes passé pas par la plateforme de la CNAM, mais la plateforme du HDH. Et entre le moment du dépôt, enfin, du hockey, CNIL, chaînage, etc., et le moment pour les tables, pour fournir les tables d'appariement, ça a été quoi le délai? bah, Ah oui, vas-y, je pense que non, oui, peut-être si je peux me permettre de répondre. C'est vrai que là, on est, en gros, il y a eu plusieurs contraintes. Il y a la première étape, on va dire, c'est le projet que tu déposes au CESRES. Et donc après ça, le CESRES, en général, le retour, tu l'as assez rapidement, hein, c'est en 1 à 2 mois, avec potentiellement une resoumission, mais on va dire qu'en 3 mois, tu as une autorisation, et après, tu dois obtenir l'autorisation de la CNIL. Et ça, pour le coup, ça prend, on va dire, au moins 6 mois, si c'est pas plus, en tout cas. Et en parallèle, il faut organiser le transfert des données, là, qui sont des données de la PHP. Ça, c'est une discussion avec la DRCI pour faire un plan d'impact et d'analyse de sortie des données, comment elles vont être sorties, quel type de données. Et donc ça, ben, il y a aussi une contrainte. Et après, on envoie les données sur la plateforme du HDH. En gros, le HDH a toujours été assez réactif. Et après, c'était à nous d'extraire, en tout cas, d'adapter les données. Au format qu'il souhaitait, que ce soit les données EDS ou les données Suvimic. Mais en résumé, depuis le moment où on a soumis au CESRES et là, les données vont être accessibles sur la plateforme, c'est 2 ans, si c'est pas plus, hein. Après, je Ouais. pense que ça va plus vite aujourd'hui, quand même. Et après, ça dépend aussi toujours en fonction des institutions. Est-ce qu'ils ont déjà eu ce type de process en interne?
La PHP, ils avaient déjà quand même eu une expérience de transfert des données au HDH, mais sans forcément l'étape avec le chaînage après, sans forcément là on transfère des données non structurées. Et ça, la PHP, c'était la première fois qu'ils transféraient des données non structurées sur l'espace du HDH. Donc réglementairement, la CNIL nous l'a autorisé, mais la PHP, c'est sûr qu'ils ont après, ils peuvent avoir des craintes sur des fuites de données qu'on a, même si bien sûr tout est anonymisé, il y a des modèles d'anonymisation de la donnée non structurée qui sont passés avant qu'on envoie les données, bien sûr, hein, et pseudonymisés. Voilà, c'est à peu près ça la timeline, donc ça prend du temps. Ok, mais je vais peut-être vous envoyer un mail pour pas déranger tout le monde, mais parce que là, nous, la DRCI nous avait pas conseillé l'HDH plutôt que la CNAM. Donc on est, nous, de notre côté, bloqués à l'étape... enfin, CNIL, CESRES, tout ça, c'est ok. On est dans la file d'attente de la CNAM, mais maintenant, il se passe rien depuis presque 9 mois. Euh, et j'ai même pas le... Enfin, ils nous ont même pas dit comment mettre les données en forme, etc. C'est juste des courriers dans le vide, donc... Ouais. Après, avec le HDH, j'avais eu un financement, un peu un kick-off funding pour développer des algorithmes justement à travers l'appel à projet qui s'appelle BOAS. Donc c'est vrai qu'on a eu un soutien financier et logistique et dans ce cadre-là, les données, ils les hébergent parce que ils hébergent les données aujourd'hui sans demande de frais. Mais c'est pour l'instant leur plateforme, ça reste des projets un peu pilotes qu'ils intègrent à leur plateforme. Donc il faut discuter avec eux, savoir si oui ou non ils souhaitent ou ils sont dans la capacité d'héberger les données. Après, je sais pas si la demande de CNIL, l'autorisation, elle est en tout cas elle est contraignante par rapport à ce qui a été noté sur le fait que les données doivent aller par exemple à la CNAM et si vous les transférez au HDH, est-ce que ça peut avoir un impact sur les demandes que vous avez effectuées? Je pense pas parce que le souci qui était relevé par la CNIL avec lesquels on avait discuté, c'était la question de la réinformation aux patients. Mais ça qui a été OK et pas la plateforme d'acheminement normalement où ça c'était pas un souci pour eux quand on avait discuté de façon informelle. Ok. Bah, en tout cas, sans problème pour qu'on en rediscute. Ouais, je vais vous envoyer un mail pour pas déranger tout le monde. Merci beaucoup. Ok, super. Bah, je vous remercie tous, toutes les personnes qui ont présenté. Pardon, Euh, on a eu une C'était. question on a une Ah, question dans pardon. le chat. Je t'en- Si tu veux aussi peut-être répondre à Oui, celle-là. est-ce que les données vont être accessibles à d'autres? En tout cas, pour les données, elles sont sur la plateforme du HDH. Aujourd'hui, on passe. En tout cas, il faut être autorisé à utiliser les données, mais c'est des choses qu'on peut discuter hein, en fonction des projets. En tout cas, elles vont pas être disponibles. Par exemple, dans le cadre du catalogue du SNDS, comme ça peut être le cas avec Epater, pour les algorithmes qu'on va développer pour identifier des variables non collectées dans le SNDS, on s'est engagé auprès du HDH à ce que les algorithmes ils soient disponibles en open source, parce que c'était une contrainte, une obligation dès qu'on obtenait un financement dans l'appel à projet BOAS. Donc ça, on va devoir générer en tout cas les programmes au format R et Python pour que les gens puissent, si on arrive à valider nos algorithmes et qu'ils ont une performance bonne, on va à ce moment-là donner, en tout cas mettre à disposition à la communauté les programmes qui permettent, à partir des données brutes du SNDS, de recréer ces variables en autonomie. Mais avec plaisir pour en rediscuter. Super. Ok. Ben, je pense qu'on peut clore alors ce séminaire. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.